Depuis les 4 premiers films, le lore de la saga Alien a toujours été cryptique, mais jamais frustrant. Les seules questions qu'on avait étaient: qu'est-ce que le Space Jockey? D'où il vient? Depuis combien de temps est-il mort? Que font les aliens dans sa soute? En somme, des questions qui tournaient qu'autour d'un seul et même mystérieux cadavre, qu'aucune des 3 suites n'a osé répondre. Le temps est passé, et Sir Ridley Scott s'est replongé dedans pour tenter de nous donner des réponses et explorer de nouvelles thématiques. Je vais essayer dans cette vidéo de regrouper toutes les informations et analyses que l'on peut trouver, dans le but de remettre au clair toute cette histoire. Mais je préviens, il y a des éléments qui sont encore flous et d'autres qui n'auront peut-être jamais de réponse. Donc prenez cette vidéo avec des pincettes, parce que beaucoup d'éléments sont aussi sujets à interprétation. Je sais pertinemment que beaucoup de malins viendront en commentaire pour contredire les informations de cette vidéo. Vous avez le droit, je peux faire des erreurs. Mais votre commentaire ne sera recevable que si vous le sourcez et avez de bons arguments. Pour prendre la vidéo sur l'origine du xénomorphe comme exemple, beaucoup étaient venus poser leurs commentaires en essayant de contredire la vidéo. Mais tout le monde avait une version différente sur l'histoire et personne ne donnait de source. Donc aucun n'était recevable. C'est pour ça que je vais vous le demander. Ce n'est pas parce que les informations que je vais vous donner ici ne vous plaisent pas qu'elles sont fausses. Si vous avez d'autres versions, vous devrez donner vos sources. Aviez-vous remarqué que chez les Malacaques, il n'existe aucune femme? Dans les premières versions du script de Prometheus, il était fait mention d'une ancienne race, encore plus antérieure aux ingénieurs, dont nous n'avons aucune info la concernant, qui aurait offert aux ingénieurs un mets cérémonial rempli d'un genre de petits scarabées. Il permettait de recomposer l'ADN de ceux qui l'ingurgitaient. Il s'agit de la plus ancienne trace de l'origine du pathogène. Mais aujourd'hui, cette version-là n'est plus à prendre en compte. Du moins, plus de la même manière. Dans une des scènes coupées de l'introduction de Prometheus, qui se passerait il y a plus de 3 milliards d'années, nous pouvons observer un groupe d'ingénieurs accompagné d'une sorte d'élu qui se sacrifiera dans le but de créer la vie sur Terre. Le membre du groupe semblant être le plus âgé, désignera le pathogène comme étant le sang de leur seigneur. Jusque-là, nous restons dans la même idée qu'une forme de vie encore plus ancienne que les ingénieurs aurait existé, et serait la source du liquide noir, leur sang, dans sa forme la plus pure, permettant d'engendrer des descendants. Mais aucune réelle information sur ces créatures existe dans la dernière version. On ne sait pas si c'est une simple créature, un peuple, et si ceux-là sont bienveillants ou non. Il ajouta que cette substance est leur seul moyen de créer la vie, suggérant fortement que dans leur évolution, quelque chose a fait qu'ils ont perdu le pouvoir de procréer naturellement. La suite du dialogue nous fait comprendre que le peuple ingénieur vagabonde dans divers endroits de la galaxie en semant des graines via le sacrifice de l'un des leurs avec le pathogène pour tenter de recréer un Éden parfait comme autrefois dans leur civilisation. Des millions d'années plus tard, leur quête semble avoir réussi avec l'apparition des humains descendants de leur image. Si on regarde bien dans l'introduction du film, on peut voir que l'individu n'a simplement même plus de tétons, comme s'il n'avait plus du tout de genre spécifique. Et que ni le genre féminin et masculin existerait dans leur civilisation, ce qui explique déjà pourquoi ils ne peuvent plus se reproduire. C'est pourquoi ils avaient besoin du pathogène pour continuer à procréer. Dans de très anciennes versions, il est suggéré que ces êtres seraient devenus tellement puissants technologiquement qu'ils ont abandonné la reproduction naturelle, pour utiliser à la place des méthodes plus scientifiques leur permettant de procréer en ayant le contrôle total sur le développement génétique. Les nouvelles générations seraient arrivées sans aucun genre distinct, et la fécondité aurait baissé drastiquement dans leur espèce. Si l'on suit le mythe de Prométhée, celui qui aurait façonné les humains à partir d'argile et revenu les voir pour leur donner la connaissance, on pourrait tout à fait le comparer et le superposer avec les peintures que nos 2 scientifiques découvrent et exposent dans le film Prometheus. Le géant, pointant des étoiles dans le ciel, pourrait en être une figure. Un ingénieur est revenu sur Terre apporter la connaissance et l'intelligence aux hommes. Dans le mythe, Zeus était contre cette volonté. Zeus représentant peut-être l'espèce plus ancienne et fondatrice donnant le pouvoir de créer aux ingénieurs. Sauf que nous n'avons plus aucune information ou indice concernant le destin de cet ancien peuple, ou de cette ancienne race. On pense qu'ils auraient disparu. Les ingénieurs chercheraient à recréer cette espèce disparue, en tentant diverses expérimentations avec le pathogène. Nous pouvons observer dans une fresque importante du film, et pourtant énigmatique, la représentation d'une créature ressemblant au diacre.
Tout dans cette salle des jarres pourrait porter à croire qu'il s'agit de l'espèce en question qu'ils vénèrent, notamment avec cette fresque qui pourrait montrer les mains de cette ancienne créature offrant son œuf, signifiant la vie à travers le pathogène. Toutes ces expériences pour recréer leur seigneur seraient dans le but de récolter encore plus de pathogènes. C'est là qu'ils auraient peut-être créé le xénomorphe qui leur ressemblerait fortement. Surtout si l'on prend en compte le paramètre où l'on voit que chaque espèce xénomorphique créée avec le pathogène présente toutes des caractéristiques similaires comme la mâchoire interne ou le crâne qui s'étend en arrière. Mais les diverses expériences de recréation conduisirent à la fabrication d'abominations, livrées avec le cycle éternel de destruction qu'a le xénomorphe, la forme la plus parfaite de la capacité destructeur du pathogène qui demande à plus qu'un simple sacrifice, représenté ici dans la même fresque du diacre. Un xénomorphe dont son sang acide n'apporte que la mort face aux anciens seigneurs possédant un sang créateur de vie. Ce qui mena pratiquement à la destruction de ce qui semble être une de leurs bases militaires ou scientifiques à la surface d'LV-223. C'est là que le pathogène échappe aux ingénieurs et que l'on peut interpréter cette partie comme le moment où la boîte de Pandore est offerte aux Prométhée. Ils voulaient utiliser le pathogène en modifiant leur ADN pour continuer à procréer, mais le fluide se retourna contre eux en exterminant presque toute leur race. Une théorie dont j'en suis pas hyper fan mais qui pourrait devenir réelle évoque une éventuelle direction qui aurait pu apparaître dans Romulus si l'on croit certains concept art. Les ingénieurs auraient fini par muter et se transformer en xénomorphes, un peu comme l'Offspring sur ses ébauches. Une autre théorie, que cette fois j'apprécie, évoquerait leur amélioration biologique, comme j'avais déjà évoqué dans ce petit short, qui explique grossièrement que cette forme-là n'est pas une combinaison, mais une amélioration génétique pour les rendre plus forts et plus résistants. Eh bien, ce Space Jockey d'LV-426 pourrait être encore une évolution supérieure et plus ancienne grâce au pathogène, ce qui explique pourquoi il a l'air organique et semble très différent de l'armure du dérelict d'LV-223. Dans Prometheus, on apprend que les ingénieurs ont été stoppés à cause de la libération du pathogène destructeur alors qu'ils étaient en partance pour la Terre dans le but de détruire les humains qu'ils avaient créés. Un indice est dissimulé dans le film sur la période à laquelle cela s'est produit, et une version d'une scène coupée en expliquerait la raison. Dans le film, l'équipe d'exploration tombe à un moment sur un cadavre d'ingénieur, parfaitement conservé. Ils procèdent alors à une datation carbone 14, et l'outil semble leur indiquer que la relique daterait d'environ 2000 ans. Ce qui correspondrait à la période de vie sur Terre du Christ. On sait que le film est très porté sur la réinterprétation de la religion et la retranscription de certaines mythologies dans son univers de science-fiction. À partir de là, on peut commencer à avoir des doutes sur la provenance du Christ dans cette histoire. Une intervention des ingénieurs sur Terre aurait eu lieu à cette période. La scène coupée de son côté montre qu'un dialogue était prévu entre le dernier ingénieur survivant et les humains. Tous ceux qui ont suivi et s'étaient intéressés au film sont au courant. Et pourtant, peu de monde en parle réellement, ce qui fait que sa contenance est peu exposée, et continue à garder un certain mystère sur la raison qui les a poussés à vouloir détruire les humains auprès du grand public. Dans la scène, l'ingénieur dialogue avec Weyland par l'intermédiaire de David, qui est le seul à avoir compris leur langage et leur technologie. Mais à un moment, le Dr Shaw fait une éruption, et pose la fameuse question « Pourquoi voulait-il nous détruire ?» L'ingénieur répond donc que beaucoup de monde a été créé par leur peuple, par le sang de leur père, et que seuls les humains ici présents sont leur unique création réussie, à leur image. La Terre est le seul monde à ressembler au leur. Weyland lui répond que lui aussi est un dieu, lui aussi a créé, en faisant allusion à David, et donc qu'il mérite l'immortalité. Dans cette même séquence coupée, l'ingénieur évoque la haine qu'ils ont donnée aux humains, ainsi que toutes les autres émotions, sans compter leur connaissance, le feu et les structures qu'ils leur ont offerts. Un Éden parfait. Mais en observant leur évolution, il n'y avait que des peuples qui s'entretuaient. Il y avait la guerre que les humains ont finalement continué à cultiver. Les ingénieurs ont essayé de les sauver plusieurs fois, mais rien n'y faisait. Le peuple humain n'est que barbarie et violence. On va s'arrêter un petit moment là où il dit qu'ils ont tenté de les sauver plusieurs fois, mais surtout lors de la dernière tentative. Dans le dialogue, on comprend qu'ils seraient venus emporter l'enfant d'une mère, en l'éduquant tel un messager de la paix. Normalement, vous avez compris vers quel chemin on se dirige. Par la suite, ils ramenèrent cet enfant sur Terre dans l'espoir qu'il sauve l'humanité de toute cette violence, mais l'enfant fut malheureusement sacrifié. C'est alors que peu de temps après cet énième acte de barbarie, 2000 ans auparavant, que les ingénieurs ont décidé de détruire les humains,
mais leur mission a été interrompue à cause de l'épidémie du pathogène. Les humains ont donc failli, avec cette exploration spatiale, mettre à nouveau la Terre en danger en réveillant un des survivants qui était certainement un des militaires dirigeant cette mission d'extermination. Mais il s'agit d'un dialogue alternatif à cette scène. Une autre version fut écrite, considérée comme celle à prendre le plus en compte, qui explique la motivation des ingénieurs. Elle expliquerait que les ingénieurs auraient perdu le contrôle du pathogène et ont choisi de détruire la Terre pour stopper sa progression et éviter une infestation de xénomorphes. Cependant, peu importe les versions, aucune ne révèle réellement comment les ingénieurs en ont perdu le contrôle. Le xénomorphe dans tout ça, on sait maintenant d'où est-ce qu'il viendrait. C'est une tentative de la part des ingénieurs lors de leur procédure de recréation de leur dieu. J'avais à l'époque fait une vidéo sur le sujet, qui est toujours d'actualité, même si les narrations, la technique et les fautes d'orthographe subsistent encore. Mais oui, les ingénieurs ont donc bel et bien créé le xénomorphe. Sauf que selon toute cette interprétation, il a été fait sans que ce soit vraiment le résultat escompté. On en vient donc à David, qui à son tour ne va pas vouloir chercher à recréer ses anciens dieux disparus, mais plutôt recréer la créature qui a en quelque sorte massacré les ingénieurs. Arrivé sur Planète 4, la novélisation suggère que David aurait trouvé dans la nécropole des fossiles d'ovomorphes et fait des expériences d'ingénierie inversée pour le recréer lui aussi. Dans des scènes bonus trouvables sur internet, on comprend qu'il cherche à faire de cette créature son arme ultime qui lui permettrait de régner sur la galaxie. Tout ça dans le but de se prendre lui aussi pour un dieu et ainsi faire perpétuer le cycle. Le proto-xéno originel, qui donne le pathogène aux ingénieurs qui créent les humains à leur image, qui créent ensuite l'androïde à son image, créant à nouveau le xénomorphe, l'être parfait dans sa propre vision. Mais il est aussi fortement suggéré que David, après s'être fait couper la tête et être passé une dizaine d'années sans n'avoir recours à aucune maintenance, pourrait avoir dérivé ce qui aurait troublé son IA et l'aurait écarté de ses fonctions de base, tout en modifiant sa réalité. My creatures shall be set loose to rule this galaxy. Toute cette histoire est encore extrêmement floue et peu détaillée. Tout est surtout sujet à interprétation en décodant les diverses images que l'on peut trouver dans les films, et au parallèle à faire avec la religion et le mythe de Prométhée. En réalité, et surtout personnellement, je ne pense pas que ces préquels soient mal écrits, au contraire. N'en déplaise à beaucoup, ils sont loin d'être aussi mal ficelés, ni même feignants. Le problème principal avec ces deux films de Scott est qu'ils contiennent beaucoup trop de métaphores et de sous-messages trop cryptiques qui peuvent parfois rentrer en contradiction les uns avec les autres. Mais aussi par le fait qu'ils ont besoin de contenu venant de l'extérieur pour être complétés et assurer une compréhension complète de l'œuvre, ce qui ne devrait pas être le cas en temps normal. Prometheus avait à la base une ambition immense, qui malheureusement a été revue à la baisse à cause de diverses réécritures, et également montée en enlevant tout ce qui aurait pu nous apporter des réponses plus ou moins intéressantes, mais des réponses tout de même qui auraient complété la majorité des trous les plus importants. Rien qu'ici, il y avait deux types de scènes coupées du dialogue entre l'ingénieur et Weyland. L'un explique qu'ils voulaient détruire l'humanité parce qu'ils étaient devenus déviants à cause de leur culture pour la guerre, et l'autre pour ne pas que le pathogène infecte les mondes qu'ils ont créés. Cette deuxième version serait la plus officielle selon Andrew Gasca, la personne la plus proche des studios qui s'occupe de trier tout ce qui est officiellement canon ou pas. Pourtant, personnellement, je trouve que la version qui explique qu'ils veulent tout raser pour reconstruire à cause des déviances humaines est la plus pertinente, surtout si on prend en compte que David peut dire « Pour créer, il faut parfois détruire ». Sauf s'il faut le prendre comme une menace de sa part. Mais bon, pour le moment on essaie de faire avec ce qu'on a. J'espère que la vidéo vous aura intéressé, et sur ce, à la prochaine.